Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Caroline Caltagirone. Je vais être l'animatrice de cette table ronde aujourd'hui. Je suis lead user researcher chez Aigo et Aigo, c'est un studio de transformation par le design. Donc l'ADN, la user research, c'est vraiment au cœur de l'ADN d'Aigo puisque tous nos projets commencent par le fait d'aller sur le terrain, identifier les vrais problèmes à résoudre et puis ensuite retourner vers les utilisateurs autant que possible pour itérer sur les prototypes et in fine, concevoir et délivrer, des produits, ou services ou organisations même qui seront, utiles, utilisés et viables. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet aujourd'hui? Parce qu'en fait, c'est un challenge qu'on rencontre, souvent, surtout, en début de mission, où on doit convaincre, les clients de l'intérêt d'aller sur le terrain à la rencontre des utilisateurs. Puisque bien souvent, eux, ils ont envie de commencer tout de suite, le design. Sauf que nous, on ne peut pas designer sans comprendre les utilisateurs, leurs usages, leur écosystème et surtout, leurs frustrations, en fait, les problèmes à résoudre. Hem et hem et donc du coup, on a parlé de ce problème-là avec des personnes autour de nous, et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls et on a fait 2 constats. En fait, là où, on pensait qu'on rencontrait ce problème, peut-être parce qu'on était externe, et qu'on avait cette position agence, enfin cette relation agence-client. En réalité, on s'est rendu compte que, même les personnes en interne, peuvent rencontrer ce problème-là. Et aussi, ce challenge, on le rencontre, finalement, peu importe, le type d'organisation. Enfin, en tout cas, on peut le rencontrer dans différents types d'organisations, que ce soit dans les grands groupes, dans le public, ou même dans les startups. Et c'est pour ça que, ce soir, on a réuni, des experts qui, travaillent dans, ces 3 types d'organisations. Et donc sans plus attendre, je vais les présenter. Donc par ordre alphabétique, par les prénoms. On commence par Alessandro. Donc Alessandro qui est responsable de l'équipe design produit de la Digital Factory de Air Liquide. Et avec son équipe de user researcher, designer et ingénieurs software, il travaille main dans la main avec les différents business leaders du groupe pour livrer les meilleures solutions digitales pour les clients, les patients et les employés de Air Liquide. Ensuite, Alexia, qui est product designer senior chez Preto. Preto, qui est le courtier immobilier 100% en ligne et qui travaille au sein de l'équipe produit avec les designers, product managers, développeurs et data scientists pour garantir la cohérence des interfaces et de l'expérience utilisateur. Et enfin, Kera, qui est user researcher indépendante, qui travaille actuellement avec l'équipe design des services numériques à la DINUM, donc la direction interministérielle du numérique, sur l'amélioration des démarches administratives en ligne les plus utilisées en France, et elle accompagne les équipes numériques et les équipes métiers des différents ministères dans la conception de services plus centrés utilisateurs. Donc, merci à tous les trois d'être là ce soir. Et puis, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais aussi présenter le déroulé de notre discussion. En gros, on va d'abord parler de vos différentes définitions de la user research. Ensuite, vous nous direz quelle place occupe la user research dans vos organisations respectives et quelles sont vos stratégies pour diffuser la user research. Et puis aussi, si vous rencontrez des frictions et quelles sont les solutions que vous apportez. Et puis à la fin, on gardera un moment d'échange donc pour prendre vos questions à vous, public. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je vais essayer de les prendre en live et de les poser aux participants, mais je ne serai pas toujours en mesure de le faire. Enfin, je vais faire le maximum en tout cas. Et puis, c'est parti. On va pouvoir commencer. J'arrête le partage, comme ça, on voit mieux les participants. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par définir les termes de notre problématique. Du coup, Alexia, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la user research selon toi? Bonjour à tous. Alors, la user research, pour moi, en tant que product designer, ça va être l'ensemble des études qu'on va pouvoir mener pour comprendre le comportement des utilisateurs, identifier leurs problèmes sur le produit.
Ça peut être, et ce qui est intéressant, c'est surtout d'étudier le comportement de nos utilisateurs et pas les utilisateurs de la boîte concurrente. C'est pour ça que la recherche utilisateur au sein d'une startup, ça peut être très important et très différenciant surtout euh, en termes de business et de stratégie pour identifier vraiment peut-être la future killer feature et surtout faire en sorte que le produit s'adapte réellement aux besoins des utilisateurs qui utilisent notre produit. Donc, ça va passer par tout ce qui est data analyse, par des interviews, des tests utilisateurs. Et ça, on va le faire autant sur nos clients et nos utilisateurs que sur les outils internes également. Donc, ça peut s'appliquer pour les experts crédits en ce qui concerne Preto pour vérifier que les outils qu'ils utilisent sont bien adaptés à leurs besoins, ce qui va ensuite permettre aux experts de délivrer la meilleure expérience possible aux clients, très rapidement. Ok, super. Merci. Alessandro, tu veux nous donner la tienne? Oui, merci à tous. Effectivement, je rebondis sur une des choses qu'Alexis a dit, hein. Il y a les experts courtiers, il y a différentes personnes qui touchent au service. Et dans un groupe comme Air Liquide, on a vraiment une très grande variété d'interlocuteurs, de personnes qui sont en relation avec Air Liquide et de business. Air Liquide, la société elle-même, elle est dans plusieurs secteurs avec des choses très, très différentes, B2B, B2C, healthcare, etc. Donc, chaque fois qu'on parle de user research, c'est à la fois des clients, mais ça peut être des patients, ça peut être aussi des employés qui utilisent des systèmes internes. Et du coup, c'est vraiment tous ceux qui sont en relation avec l'organisation. Et user research, c'est l'ensemble des pratiques qui permet de mieux comprendre et exprimer le point de vue de tous ces gens-là, de tout ce monde-là, hein, le point de vue, les besoins et les attentes, et de l'exprimer dans les initiatives. Et par initiative, c'est un projet, un produit, un process, une solution. Ok, super, merci. Et Kéra, pour toi, la user research, surtout dans le public? Oui, bonsoir tout le monde. Alors pour moi, la recherche utilisateur, alors, je vais utiliser le terme francisé parce que à l'État, on n'aime pas trop les anglicismes, alors je vais essayer d'éviter les anglicismes, même si ils reviennent. Donc à l'État, la recherche utilisateur, c'est vraiment de comprendre, c'est la compréhension des utilisateurs. Alors, on ne parle pas forcément d'utilisateurs, à l'État, on va parler d'usagers. Et de comprendre leur contexte, leurs besoins. Et c'est dans des cadres plus larges qu'une simple démarche. Donc, on travaille en général sur une démarche, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe et complet. Et comme Alessandro et Alexia le disaient, ce n'est pas que l'usager final. La recherche, elle touche aussi aux agents publics, elle touche aux conseillers. C'est de vraiment comprendre tous les acteurs qui sont impliqués dans une démarche ou un service public. Et d'un point de vue méthode, voilà, c'est de la recherche exploratoire, c'est de la recherche évaluative. Il faut vraiment comprendre les comportements, comprendre comment améliorer le service public en général. Voilà. Ok, merci. Et du coup, je rebondis sur ce que vous dites. Et j'ai une petite question, peut-être une question qui fâche. Enfin, on en a parlé un petit peu pendant la préparation. Alors, la user research, est-ce que c'est une expertise ou un état d'esprit? Et Alexia, je te laisse commencer. Oui, c'est une vraie question et effectivement, on a eu des échanges assez intéressants dessus pendant la préparation de ce webinaire. En réalité, c'est un petit peu les deux. J'avais donné l'exemple, donc nous actuellement chez Preto, on est en train d'ouvrir un poste de user researcher en stage. Donc on a publié une offre de stage sur Welcome to the Jungle pour voir si on pouvait recruter quelqu'un. On a écrit l'intitulé de poste et on avait on avait décrit la mission et on avait mis en intitulé User Researcher en stage. Et on a eu zéro postulant.
Et c'est en changeant tout simplement l'intitulé, en mettant Product Manager UX Researcher, parce qu'on ne savait pas trop quoi mettre, que finalement, on a eu pas mal de candidatures. Et c'est assez rigolo de voir que finalement, même si la mission est la même, peut-être qu'en tout cas en France, ce n'est pas encore très bien compris qu'est-ce que c'est que ce métier et surtout qu'est-ce que ça veut dire. Mais alors que les missions sont bien comprises et les gens qui ont postulé comprenaient très bien ce qu'ils allaient faire et ils étaient très contents. Donc, c'est assez amusant. Après, ce qu'il faut regarder, c'est que même si on recrute quelqu'un qui fait de la user research dans son entreprise, s'il étudie les utilisateurs dans son coin, c'est super, mais son impact sera nul s'il n'est pas capable déjà de partager le bilan de ses recherches et surtout s'il n'est pas soutenu par toute l'organisation dans une optique plus globale de culture centrée utilisateur dans laquelle chaque décision pourrait être prise au regard des conclusions de ces recherches. Donc, conclusion en tout cas de la question, pour moi, c'est les deux. Ça peut être cristallisé par un métier, quelqu'un qui va faire vraiment ça et qui va prendre du temps pour le faire, mais c'est surtout une culture d'entreprise. Super, merci. Et Chiara, je t'ai vu acquiescer. Je te laisse rebondir dessus. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Alexia vient de dire. Pour moi, c'est aussi les deux. C'est une expertise, c'est un métier, la recherche utilisateur, mais c'est aussi une culture d'entreprise, d'organisation. L'un ne va pas sans l'autre. Quand on parlait justement de cette question voilà, du poste, du titre du poste qui ne fonctionne pas en termes d'avoir des réponses, moi j'ai l'expérience d'avoir travaillé en tant que user researcher en Grande-Bretagne et c'est très différent en fait parce que c'est un métier qui est établi, qui est très connu, qui est reconnu. Et c'est beaucoup moins difficile de se positionner en tant que user researcher en Grande-Bretagne aujourd'hui qu'en France, je pense. Quand on parle vraiment de pur et dur user researcher, donc comme moi par exemple, je ne fais pas du tout de design, je ne m'occupe pas du tout de la partie design, je vais vraiment me focaliser sur la partie recherche. Je pense qu'on n'est encore pas très très nombreux en France. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, des gens peut-être se positionnent pas encore sur ce type de poste, alors qu'ils ont peut-être déjà les compétences, les connaissances. Donc voilà, pour moi, c'est aussi la culture de l'entreprise, de l'organisation, parce que, enfin voilà, nous, j'imagine qu'Alessandro, Alexia, c'est la même chose. On passe beaucoup de temps à sensibiliser aussi sur ce qu'est la recherche utilisateur. Donc, c'est aussi avoir une culture d'entreprise centrée utilisateur et ça passe aussi par les différents rôles qu'on peut avoir dans l'entreprise. Super, merci. Et Alessandro, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Je dirais que si c'était juste un state of mind, en fait, et pas un vrai job, je sais pas, on ne serait pas autant là ce soir, nombreux. Enfin, c'est clairement un job, c'est difficile, c'est technique, il y a des postures à avoir, il y a des techniques, on ne cesse pas de s'améliorer, enfin, il y a 1000 facettes, il y a des formations, tu as mentionné tout à l'heure, il y a des cursus. Enfin, ça évolue. Il y a un marché du travail, en fait. Enfin, c'est un vrai truc. En même temps, c'est aussi une culture. Parce que on a discuté. On prend Amazon, une boîte super customer obsessed. Enfin, c'est Bezos qui ne parle pas enfin, il parle que de ça. Il dit, on est centré sur l'utilisateur, on se focalise là-dessus, on fait le reverse, comment il s'appelle, le reverse press release. Enfin, donc forcément, c'est aussi une culture, en fait. Et ce n'est pas parce qu'il y a une armée de user researchers qui fait ça. Donc, je dirais que ce n'est pas seulement le job des user researchers. Le user researcher, c'est un peu le champion de la customer centricity, user centricity. Mais c'est aussi toute la boîte qui pousse vers ça, en fait. Mais il y a une forme de technicité aussi. Ok, merci. Et justement, maintenant, j'aimerais savoir quelle place occupe la user research dans chacune de vos organisations. Et Alessandro, je te laisse commencer puisque c'est toi qui étais en train d'en parler à la fin ici.
Bah oui, justement, j'ai parlé de champion versus de poche d'expertise technique. Donc, aujourd'hui, chez Air Liquide, en tout cas, chez un Digital Factory d'Air Liquide, on est plutôt dans une configuration où on a une poche d'expertise, notamment dans l'équipe design produit de la factory, mais en même temps, donc c'est très localisé, c'est une sorte d'expertise profonde qui est à disposition du business, mais en même temps, on tend vers le développement d'autres poches, hein, dans d'autres géographies d'expertise, avec des experts plus, mais en même temps, aussi un réseau d'expertise plus localisé qui soit accessible par les différents business et qui les supporte et qui les aide à mieux connaître les besoins des patients, des utilisateurs et des employés. Donc, c'est à la fois une notion d'expertise, expertise cœur localisée à des endroits clés, mais en même temps aussi une notion de réseau déployé, parce que ça correspond à l'organisation en fait, qui est très décentralisée. Et décentralisé, il faut avoir en tête, ça ne veut pas dire sans voix, hein. Ce n'est pas juste des gens à disposition. C'est pour ça qu'il faut organiser, hein, ce réseau. Et je pense qu'en tout cas, chez nous, ça fonctionne que c'est le business qui porte la voix, dans le sens où c'est les business leaders qui demandent en fait, le support sur les projets plus complexes et pas que. Ok, merci. Et du coup, Kéa, je me demandais si à la DINUM, ça ressemblait un petit peu à ce que vient de décrire Alessandro ou si c'était différent. Oui, alors la direction interministérielle du numérique est donc interministérielle, donc on est transverse. On va travailler avec tous les ministères, on va accompagner et soutenir les ministères dans leur transformation numérique, dans tous les aspects, hein, d'ailleurs numérique, pas seulement la partie UX. Et, cette idée de Digital Factory dont tu parlais, Alessandro, il va y avoir des similitudes aussi dans les ministères. Il va y avoir aussi des fabriques numériques, des studios UX qui vont être en interne dans les ministères. Et nous, on est là aussi pour accompagner et pour aider sur les aspects du numérique. Et enfin, ça fait quelques années déjà que le design UX prend sa place à l'État. Vous avez peut-être pu voir des choses qui ont changé. Ça ne va pas très, très vite, mais ça avance. Enfin, voilà, la recherche utilisateur dans tout ça, elle bourgeonne. On est encore un petit peu au début de ce positionnement sur, voilà, on est centré utilisateur, donc on fait de la recherche utilisateur. Et pour nous, en tant que direction interministérielle, on ne peut pas être partout tout le temps. Donc, en fait, on est aussi une pool d'experts qui vont pouvoir aller aider. Et voilà, on ne peut pas être sur tous les ministères en permanence. Du coup, on identifie les équipes clés qu'on peut faire monter en compétences aussi dans les ministères. Et un peu de la même manière qu'Alexandre expliquait, on a des décideurs qui viennent vers nous, qui ont besoin d'aide et qui ont vraiment un besoin et qui viennent demander de l'aide. Voilà. Ok, ça marche, merci. Et Alexia, ça se passe comment du coup chez Preto, qui a une structure bien différente et qui est une start-up? C'est assez différent. Chez Preto, déjà, on va dire que la culture centrée utilisateur, elle est un petit peu à la base même de Preto, puisque quand les fondateurs ont créé la boîte, c'était justement à cause d'un besoin utilisateur que eux-mêmes avaient vécu, qui était que faire un projet immobilier, obtenir un prêt immobilier, c'est très compliqué, les jargons sont complexes. On a des sommes d'argent monstrueuses à brasser et on s'engage peut-être sur un projet sur 25 ans. Donc clairement, ça fait très peur et on a envie d'être un peu, de comprendre ce qu'on fait et d'être bien informé. Et c'est pour ça qu'ils ont créé Preto, donc de se dire on va essayer de rendre ça plus simple, en ligne, quand même autonome, et puis surtout que ce soit plus rapide et qu'on comprenne ce qu'on fait. Comme c'est comme ça qu'est né Preto, disons que dès le départ,
la question de est-ce que l'utilisateur est important, elle ne s'est pas posée. En fait, c'était induit. Et depuis, en fait, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, il y a plus de 150 personnes qui travaillent chez Preto et la culture d'entreprise, elle est toujours centrée utilisateur. On va beaucoup partager, par exemple, les feedbacks utilisateurs à toute l'entreprise. On utilise Slack comme beaucoup de boîtes et on a toujours des channels où on va recevoir en temps réel les feedbacks utilisateurs qui vont pouvoir poster sur Google ou sur Trustpilot. On va aussi avoir les retours utilisateurs qui sont remontés via les chats intercom ou bien directement par les équipes d'experts crédit ou customer care. Donc, en fait, tout le monde chez Preto, qu'on soit designer ou expert ou data scientist ou développeur, on peut avoir accès à cette information terrain. Et c'est le cas. Moi, je lis les avis tous les jours. Donc, on est vraiment tourné vers ça. Voilà. En tout cas, chez Preto, c'est comme ça que ça se passe. Je vous parlerai peut-être un peu plus en détail de comment est-ce qu'on met en place des actions vis-à-vis de ces retours-là. Et puis surtout, on ne se base pas que sur les feedbacks, évidemment, mais ça fait vraiment partie de l'ADN de Preto déjà depuis sa création. Ok, super. Effectivement, je te poserai des questions plus précises plus tard. Et donc, du coup, là, je me tourne vers Chiara et Alessandro. Alexia vient de nous dire que Preto est vraiment né avec cette culture-là. Et comment ça se passe pour, du coup, des organisations qui sont nées avant l'existence de la user research et de cette culture centrée utilisateur. Comment est-ce que vous faites pour diffuser ça? Et je vois que c'est la question que Laetitia a posée aussi dans le chat. Donc, c'est parfait. Chiara, tu veux nous raconter? Ouais, donc, voilà, à l'État, on n'est pas énormément de user researchers qui font que de la recherche. Après, il y en a quelques-uns quand même dans différents ministères et aussi au niveau de la direction interministérielle du numérique. Mais on a surtout beaucoup de designers qui sont là pour prendre cette approche-là et pour faire ce travail-là. Après, on va avoir aussi des chefs produits qui vont faire ce travail de recherche. Mais on est beaucoup, évidemment, l'État, il n'a pas été créé hier, donc on est sur des démarches administratives qui sont anciennes, qui sont passées du papier au numérique, qui sont encore des formulaires, des CERFA, pour ne pas dire le mot. Et c'est compliqué de laisser toute cette tradition derrière nous et de passer à quelque chose de complètement différent. Voilà, on a des systèmes numériques, des logiciels en interne qui sont très complexes, qui ont évolué avec le temps. Ce qui fait qu'aussi, d'un point de vue utilisateur, usager, c'est compliqué de complètement changer la façon de faire et de dire ouais, on va faire un super truc comme toutes les startups le font aujourd'hui, pour ne pas citer Preto. C'est très difficile concrètement de passer directement à ça. Donc, on est obligé de mettre des choses en place pour déjà toute cette partie sensibilisation dont je parlais, donc déjà changement de culture en interne. Nous, à la direction interministérielle du numérique, on a différents programmes qui existent pour justement apporter cette approche dans les différents ministères. On a mis en place des commandos UX, par exemple, l'année dernière dans notre équipe, avec des designers UX qui étaient intégrés dans les équipes sur ces démarches les plus utilisées, qui étaient là pour challenger l'approche en fait que les responsables de service ont pu avoir et la façon dont ils ont pu déployer jusqu'à aujourd'hui ces services-là. Et faut se rendre compte qu'on n'est pas, l'agilité, c'est pas une réalité dans beaucoup de ministères en fait. On est encore sur des releases tous les 6 mois, et donc ça a aussi un impact sur la façon dont on va réussir à intégrer la recherche utilisateur dans ces process. Mais on a aussi d'autres équipes, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler des entrepreneurs d'intérêt général qui sont aussi dans cette même mouvance de faire changer les choses. On a les startups d'État, on a des gens à la direction interministérielle de la transformation publique qui travaillent sur la simplification du langage des formulaires administratifs.
donc voilà, on est en train de changer les choses avec différents programmes. On collabore avec tous ces programmes, on travaille tous ensemble pour vraiment apporter cette approche-là dans des organisations qui sont anciennes, qui n'avaient pas du tout cette approche-là, et où c'est un vrai challenge en fait de changer les choses. Super, merci. Et Alessandro, du coup, toi, qu'est-ce que tu mets en place pour diffuser cette culture? Différentes choses, j'ai envie de dire. J'ai l'impression je ne vais pas me répéter, mais du coup, dans une boîte qui est très différenciée avec, chez Commerce Liquide, avec différents produits, différentes géographies, différents business, il y a vraiment beaucoup de niveaux de maturité différents. Donc, chacun nécessite des moyens adaptés. Donc, penser qu'il y a une chose qu'il faut faire et que ça marche pour tous, c'est faux. Donc, il y a à la fois des actions de training, des actions de un peu upskilling spécifiques, de l'awareness, de la communication ad hoc, mais aussi parfois c'est plus aider à créer des postes dans l'organisation et recruter les personnes, aider à faire recruter ou détacher des gens experts d'une équipe vers une autre équipe. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites. Je dirais que comme comme la pratique l'enseigne, le step 1, c'est comme pour tout utilisateur. On peut considérer que l'organisation est un utilisateur et il faut étudier et comprendre le niveau de maturité, comprendre de quoi l'organisation a besoin, différents utilisateurs, c'est-à-dire différents bouts de l'organisation ont différents besoins, et après mettre en face la bonne solution. Cela dit, je pense qu'un peu la reine des méthodes, s'il faut en choisir une, c'est pour diffuser une expertise, c'est lead by example. On bosse ensemble, quoi. Et c'est comme ça qu'on apprend les choses, pas que dans la user research, pas partout. Et c'est comme ça qu'on transmet le savoir-faire, qu'on montre le savoir-faire. Et je pense que ça, les faits montrent plus que 10 000 présentations et 10 000 évangélisations. Voilà. Et tu as un exemple concret là-dessus? Par exemple, quand je suis arrivé, on a dû lancer un projet on a dû travailler sur un projet de portail pour beaucoup de gens en Europe. Et du coup, le chef de projet est assez ouvert mais sceptique. Il est venu dire, voilà, moi j'ai déjà parlé à beaucoup de distributeurs et de clients, j'ai appris plein de choses, mais bon, on m'a un peu dit qu'il faut qu'on bosse ensemble, bossons ensemble. Et du coup, là, on a juste fait la chose ensemble. On s'est fait, je ne sais pas combien, des déplacements dans 6 pays pour aller voir des distributeurs et des clients, et on les a juste fait ensemble. Et en fait, c'est au bout de 3-4 entretiens, lui, il m'a dit, en fait, j'y croyais pas, mais effectivement, avec 3 entretiens, tu as su tirer autant d'informations et plus de ce que moi j'ai fait en 3 semaines avec tous les entretiens que moi j'ai fait. Donc il dit, en fait oui, il y a des vraies techniques et il y a un vrai savoir-faire. Et du coup, lui devient tout de suite un ambassadeur, en fait. Ok, ouais, donc c'est ce que tu disais, la preuve par l'exemple, quoi. Vraiment aller sur le terrain avec eux et les prendre par la main et leur montrer en fait qu'est-ce que c'est concrètement que le process de research. Ok, ça marche, merci. Et du coup, Alexia, donc même si c'est ancré chez Preto, est-ce que tu peux nous raconter comment ça vit au quotidien? Comment est-ce que tu mets ça en application dans tes process design et au sein de l'équipe produit? Oui. Alors, la user research à Preto, elle est encore un peu balbutiante malgré tout, parce que même si c'est une entreprise centrée utilisateur, déjà, on n'a pas de poste aujourd'hui sur ce job-là. Donc, c'est dispatché entre plusieurs personnes. On fait la user research, donc les product designers vont en faire, les product managers aussi. Et au sein de l'équipe produit, on a aussi tout un pôle data scientist. Donc, on va pouvoir faire des études plus analytics et quantitatives avec Mixpanel pour étudier un peu le comportement. On va pouvoir aussi créer des modèles d'apprentissage pour comprendre un petit peu
comment les utilisateurs fonctionnent avec notre produit et même anticiper des comportements, c'est hyper intéressant. Et donc après, on va reprendre un peu le schéma type de projet où on va avoir une phase de discovery pendant laquelle on va essayer d'identifier les problèmes. Donc là, on va passer par plusieurs outils. Ça peut être des interviews, ça peut être l'analyse des feedbacks, ça va être des données, aussi des datas où on voit que, je ne sais pas, on a des chutes de conversion à certains endroits, on va essayer de comprendre pourquoi. Ensuite, il y a la phase de delivery classique, donc là où les designers vont commencer à faire des maquettes en fonction des conclusions qu'on aura tirées pendant la phase de discovery. Au niveau des utilisateurs, on va faire des prototypes, on va les tester avec des utilisateurs pour voir un petit peu si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Et ensuite, il y aura toute la partie suivi de projet, une fois que c'est en prod, avec des outils comme Hotjar qui permettent par exemple de recorder des sessions utilisateurs, voir où les gens cliquent, s'il y a des zones comme ça dans le produit où ils ne vont jamais, où ils ne cliquent pas. Et de nouveau Mixpanel, évidemment, pour comparer avec l'avant et après. Donc ça, c'est un peu dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Ça fonctionne comme dans beaucoup d'autres organisations produits, globalement. Mais justement, pourquoi on recrute aujourd'hui quelqu'un sur ce sujet, c'est qu'on voudrait aller plus loin. On sait que faire de la user research, c'est pas que ça. Ça va être aussi de créer des protocoles beaucoup plus avancés, de se poser des questions peut-être plus profondes aussi que juste, tiens, sur ce projet-là, comment les gens se comportent. Il y a aussi une réflexion plus globale sur le produit. Et surtout, on voudrait systématiser parce qu'aujourd'hui, on fait de la user research un petit peu en discovery, tout ça, sur les gros projets. Nous, on fonctionne en batch, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle évolution sur le produit, on prend 6 semaines pour le faire. Et parfois, on a des projets plus petits pour des plus petites améliorations, plus courtes. Et là, en général, la user research passe un petit peu plus à la trappe. On ne va pas perdre du temps à faire des prototypes. Pourquoi? En fait, c'est parce qu'on manque un peu de ressources. Mais le but, c'est qu'on mette en place un process qui soit tout le temps le même et qu'on ne rate jamais cette étape-là. Qu'on l'introduise vraiment, incorporé complètement à notre système de production. Ok, ça marche. Je garde le perte de temps pour tout à l'heure. Et je l'ai bien noté. Et du coup, Kira, tu peux nous dire, toi, quelles sont un peu les frictions que tu rencontres au quotidien dans ce travail de diffusion de la user research? Ouais, j'en avais parlé un petit peu déjà. Il y a une chose, c'est les systèmes anciens, les contraintes techniques, métiers qu'on peut rencontrer qui clashent un peu parfois avec une approche plus centrée utilisateur. On a aussi cette notion dans le public, le service public ne peut pas être down en fait. Ton service numérique, il doit être disponible tout le temps. Et c'est aussi une contrainte parfois à prendre en considération. L'effet Big Bang de changer complètement de système. Ouais, c'est pas une bonne idée, mais en même temps de faire des petits changements qui peuvent tout casser. Et psychologiquement, il y a des trucs qui se passent pour mettre cette approche en place qui pose problème parfois. Et après, des frictions classiques de toute façon, à quoi ça sert d'aller parler aux utilisateurs, on les connaît, moi-même je suis utilisateur, donc on n'a pas besoin de perdre du temps, comme tu le disais Alexia, en allant faire du terrain. Et ça va être, c'est souvent basé sur une incompréhension des méthodes et de ce que ça peut apporter en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous, on va faire un gros travail de sensibilisation, d'évangélisation, d'acculturation à cette approche-là pour faire comprendre qu'en fait, en faisant ça, vous allez réduire votre dette technique, vous allez réduire votre dette design. Et je le disais aussi tout à l'heure, on est dans des cadres non agiles souvent, donc c'est un autre type de challenge peut-être par rapport à des startups. Je ne sais pas si tu veux déjà que je parle un petit peu des solutions par rapport à ce type de friction. Oui, tout à fait. J'allais te demander comment tu fais du coup pour résoudre ce problème, cette friction.
Donc voilà, la sensibilisation, c'est un gros pan de ce qu'on peut faire. Donc Alessandro parlait de, voilà, quand il est allé faire des entretiens un peu partout en Europe, ben pareil, enfin nous on va pas partout en Europe, mais j'emmène les équipes métiers avec nous en entretien, en test, pour qu'ils comprennent par eux-mêmes en fait l'importance et le bénéfice de ce type de méthode. Euh, Tu avais un exemple concret que tu nous disais tout à l'heure, juste avant qu'on commence. C'était plus sur du wording, là, les termes qui étaient employés. Oui, enfin voilà, quand le langage qui est utilisé est très centré administration et qui ne parle pas aux utilisateurs, aux usagers, voilà, le meilleur moyen de leur faire comprendre, c'est pas moi qui vais leur dire en tant qu'expert UX, je pense que c'est une mauvaise idée. On va faire des tests utilisateurs et puis vous aurez les retours des quelques personnes qu'on aura interrogées. Et puis quand on a une majorité, voire tout le monde qui nous dit la même chose, à un moment donné, on est obligé de prendre en considération ce qu'on nous dit. Donc voilà, et dans l'exemple que je donnais, c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'ils ont changé, le nom du service. Donc voilà, c'est vraiment en leur montrant, en les embarquant dans ce qu'on fait, que ça permet du changement. Et puis voilà, et puis cette sensibilisation, ça permet aussi d'apporter cette culture du feedback, en fait, du retour permanent, du retour utilisateur. Et puis un autre point, et j'en ai déjà parlé un petit peu, voilà, c'est cette conduite du changement, donc ce changement de culture en interne, où on repense totalement la façon de développer des... Alors on parle moins de produits, on va parler plus de services, encore qu'il y a certains produits, mais voilà, on change en fait, on change totalement la façon de faire les choses. La recherche, c'est un aspect, mais pour moi, il y a tellement plus à changer pour que justement la recherche s'intègre dans tout ça, que voilà, il y a vraiment un besoin de conduite du changement et c'est en train de se faire dans le public. Mhm. Et j'en profite, je prends une question dans le chat. Donc, c'est Olivier qui nous dit: j'entends le mot agile pas mal revenir. L'approche agile est-elle indispensable, selon vous, à une approche centrée utilisateur? Est-ce que, Kéra, tu veux Alors, juste répondre? pour finir, ouais. Alors, je parle d'agile, je ne parle pas forcément de l'agilité dans le sens agile. C'est vraiment dans l'approche itérative, en fait, d'être capable d'aller vite et itérativement. Qu'on utilise l'agilité, qu'on soit en Scrum, qu'on soit en... Peu importe, en fait. C'est juste en opposition à un système très, très peu flexible où on ne va pas pouvoir avoir ces retours, ces feedbacks en permanence, en fait. Donc, moi, je suis pas forcément, je suis pas bloquée sur l'agile, mais voilà, pour moi, c'est plutôt comment travailler dans l'itération et dans le feedback continu, en fait. Ok, super, merci. Je sais pas, peut-être que Mais, les autres veulent répondre à cette question-là aussi. Ah, Alessandro, ouais, vas-y. ouais, justement, en fait, je pense que ces deux choses séparées, enfin, effectivement, on tente toujours à confondre l'agile et autre Ouais. méthode avec l'agilité. Euh, Parfois, il y a des choses, enfin, quand tu construis une usine qui coûte des millions et que ça prend 5 ans à la construire et après 4 ans pour qu'elle soit mise en production, tu ne peux pas trop itérer en fait. Il faut avoir un plan ultra précis et qu'après tu déroules ton plan pendant 4 ans en fait. Donc c'est compliqué de dire, voilà, on va construire une usine de manière agile. Ça n'empêche pas qu'on peut être très centré utilisateur et dérisquer en amont, pendant et intégrer des retours à certains moments. Donc, je pense que les deux choses, évidemment, on travaille mieux quand il y a beaucoup de flexibilité, mais on peut être centré sur les usages, même avec un degré de flexibilité réduit, entre guillemets. Ok, super, merci. Donc, Morgane me fait signe de faire attention au timing. Donc, je passe à la question suivante. Enfin, Alessandro, plutôt. Toi, comment est-ce que tu fais? Enfin, quelles sont les frictions que tu rencontres et comment est-ce que tu les résous? Donc, tu as un petit peu parlé du fait d'aller sur le terrain. Je ne sais pas si tu as d'autres éléments à apporter. Ouais, et du coup, ok, je regarde le temps aussi. Du coup, Kira a dit beaucoup de choses je suis complètement en phase. Effectivement, amener les personnes sur le terrain, c'est hyper puissant.
Peut-être on peut aussi avoir des solutions de contournement en fait aux frictions. Kérin, tu disais, bah, voilà, il y a des gens qui disent, voilà, on connaît déjà, on connaît vachement bien, on ne va pas faire une phase de recherche en amont, on peut, ouais, ok, très bien, on ne va pas faire de phase de recherche, très bien, on va tout de suite démarrer le design, voilà, c'est ce qu'on veut. Et en fait, le design démarre par des entretiens. C'est le designer, il va bien sûr faire des entretiens avec les utilisateurs. En fait, et ça marche en fait, de ne pas appeler ça user research. Parfois, tu essayes, tu dis, voilà, il faut simplifier une phase. Parfois, ça passe pas. OK, bah, très bien. On démarre le build. Et dans le build, il y a le design parce que sinon, tu ne peux pas builder. Donc, on peut utiliser ces solutions de contournement aussi. C'est pour de vrai. Et je peux donner le point de vue de l'agence, puisque effectivement, c'est aussi une stratégie que j'ai pu utiliser avec un client réticent qui disait ah ben non, on n'a pas le temps de faire de la user research, on commence tout de suite le design. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire de la user research en cachette, finalement, sans leur dire, mais en le faisant de manière très rapide grâce à la guérilla user research. Donc, c'est réussir à collecter des insights, de premiers insights de manière très tactique pour quand même mieux comprendre qui sont nos utilisateurs, faire des premiers protos et après très vite partir en test. Et là, ils étaient OK pour faire des tests parce qu'on trouvait un moyen, en fait, aussi parce que ça demande moins de temps. Tu pars sur des tests d'utilisabilité. Là, on se disait: «OK, on voit, 7 utilisateurs en gros, donc ça veut dire qu'entre le moment de préparation, la conduite et le moment où tu restitues, les résultats du test et tu prends des décisions sur le proto, il se passe, 1 jour et demi, 2 jours». Donc c'était suffisamment vite pour le client. Et après, ce que j'ai fait aussi, c'est, profiter de ces tests pour faire venir des utilisateurs, dans l'open space de cette équipe. Donc à la fin des tests, je faisais faire un petit tour, des utilisateurs, dans l'open space et donc ça suscitait la curiosité des développeurs, des designers qui venaient me voir après en me disant: «Ah mais c'était qui?» Je dis: «Bah, c'était un utilisateur, j'ai fait un test». Et du coup, ils me posaient des questions: «Alors, il a dit quoi?» Et là, j'en profitais pour, en fait, afficher au mur, vraiment dans l'open space, les résultats des tests où, j'avais imprimé tous les écrans, j'avais mis, les irritants sur chacun des écrans, les points de satisfaction et après j'animais, une cérémonie avec, à la fois, des designers, des devs, des PM, pour en fait trouver ensemble, des, actions à mettre en place pour améliorer, l'expérience sur le prototype. Donc ça marche à la fois, d'emmener les gens sur le terrain ou, parfois aussi de faire venir, les utilisateurs, au sein de l'équipe, au sein de l'organisation. Et aussi un autre truc que j'ai fait, ça a été ben, de m'incruster dans un maximum de réunions où des décisions devaient être prises, et là, je portais la voix des utilisateurs. Donc quand, les personnes s'apprêtaient à prendre une décision, je disais: «Ah ben, attention, moi je suis allée sur le terrain et voilà ce que nous disent les utilisateurs. Je suis pas sûre que ce soit forcément, la bonne décision à prendre». Donc vraiment, en fait, mettre l'utilisateur, à la table des décisions, ou alors en profiter pour, en fait, identifier, les questions qu'ils se posent ou, justement, s'ils n'arrivent pas à prendre cette décision parce qu'ils se posent cette question: «Ah ben, parfait, moi je note cette question et vous savez quoi? Je vais sur le terrain et en fait, ça vient nourrir ma roadmap user research et sans qu'ils s'en rendent compte, ils m'ont aidé à construire cette roadmap en listant toutes les questions qui étaient en suspens, et donc au bout d'un moment, ils ont dit: «Bah, OK, c'est parti, allons sur le terrain en contact des utilisateurs pour avoir des réponses à ces questions» et donc du coup, être en mesure de prendre, les bonnes décisions. Mais comme tu disais Alessandro, en gros, l'histoire là, c'est de réussir à ruser, trouver le moyen d'une manière ou d'une autre, d'aller voir les utilisateurs, de les faire venir, enfin voilà, de susciter la curiosité et des membres de l'équipe et des stakeholders, en fait, des décideurs, pour au fur et à mesure, diffuser cette culture-là, quoi. Donc voilà, pour le petit point de vue, agence. Alexia, je reviens sur ce que tu as dit plus tôt, quand tu as dit: «Ça prend du temps, on n'a pas le temps». Justement, comment est-ce que tu me convaincs si je te dis, «Ah bah non, là, on va pas faire d'user research, j'ai pas le temps». Ah, tu es en mute, désolée. C'est ce qu'on a identifié juste avant. Hop, ça devrait être bon. Ouais. Excuse-moi, parce qu'il y avait un petit peu de bruit dans mon appart, c'est pour ça.
Ouais, par rapport au temps, ben non, en fait, ça prend pas forcément beaucoup de temps. Enfin, c'est chronophage, mais ça nous fait gagner du temps en fait de faire de la user research. Donc, même si faire de la user research à un moment donné, ça va demander de la ressource. In fine, on va dire que le retour sur investissement, il est toujours positif. Nous chez Preto, on n'a qu'un seul type de friction aujourd'hui, c'est que justement, comme il n'y a personne qui est dédié à ça et qu'on se partage les tâches de user research, on va, comme je disais, perdre du temps parce qu'on a notre job à nous et on n'est pas user researcher. Donc, on va se rajouter des tâches de user research, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc, on sait qu'au final, ça va faire gagner du temps à l'équipe, mais ce n'est pas toujours simple d'expliquer au manager que on va peut-être perdre 8 heures à étudier des choses. Et il va falloir réussir à lui expliquer que ces 8 heures perdues, c'est peut-être 3 semaines de gagné. Donc, clairement, c'est toujours, le calcul est toujours bon. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Yes, ouais. Et j'en profite pour prendre en live une question, et je pense que tu pourras y répondre. Comment vous y prenez-vous pour rassurer les équipes, donc non user research, afin que chacun ait le sentiment de garder sa casquette d'expertise dans le projet tout en construisant ensemble? Donc en fait, si je comprends bien, le fait de faire de la user research, comment est-ce que les équipes n'ont pas l'impression qu'on les prive de prendre des décisions de par eux-mêmes? Ouais. En tout cas, faire de la user research, souvent, c'est pas tout seul dans son coin. Déjà, pour faire un test utilisateur, on va être systématiquement 3, minimum 2 chez Preto. Dans l'idéal, 3, mais il y aura toujours... ça évite les biais aussi, où si on est tout seul à interpréter ce que fait quelqu'un, ça va être compliqué de faire quelque chose d'un peu objectif. Donc, il y aura forcément quelqu'un d'invité. Parfois, on invite des gens de l'équipe qui ne sont pas ni designers ni PM à venir écouter un test utilisateur ou même peut-être le mener s'il en a envie. On lui explique comment on fait. Et ça va impliquer les gens. Donc nous, en tout cas, ça ne s'est jamais posé comme problème de se dire je vais perdre un petit peu mon expertise sur tel ou tel sujet parce qu'un data analyst, moi, je ne sais pas faire son travail. Et s'il faut paramétrer Mixpanel, clairement, je préfère que ce soit lui que moi. Pour autant, je peux peut-être essayer de lui trouver des questions, des choses à analyser et à aucun moment il y aura de friction là-dessus puisque chacun fait son travail et on collabore tous ensemble pour répondre aux questions qu'on se pose et aux choses qu'on veut analyser. Donc, c'est très inclusif en fait comme démarche, la user research. Même si quelqu'un peut être dédié à ça, en réalité, c'est un travail d'équipe et comme on l'a dit, c'est aussi une culture d'entreprise. Donc, à aucun moment, c'est juste une personne qui doit être la référence absolue. Ok, merci. Et Alessandro, si je te dis c'est trop cher, qu'est-ce que tu me réponds? Non, non, j'ai dit que rationnellement, il faudrait dire que si on se trompe, après, ça devient encore plus cher. La vérité, c'est que ça ne marche pas, en fait, cet argument. Tout le monde est biaisé et que du coup, les arguments rationnels ne marchent pas trop. Moi, j'ai une approche très pragmatique. Je dirais, en fait, combien tu peux investir sur ça, sereinement. Tu vois, ça, c'est trop cher, mais en fait, je proposerais même pas, en fait, pour éviter cette remarque. Combien tu peux investir? Ça donnera une appréciation du risque que l'interlocuteur qui est en face perçoit. Et puis, même si c'est très très peu, c'est ton exemple de tout à l'heure, en fait, même si c'est ultra limité, je dis, OK, super, avec ça, on peut faire ça. Et c'est là qu'il faut bluffer la personne en face pour qu'il te dise, ah ben c'était génial, j'ai besoin de plus. Voilà. Ou bien il y a une autre stratégie qui est de faire des comparaisons avec des choses que les gens comprennent. Par exemple, un plan, s'il faut construire un logiciel qui vaut 1 million, c'est normal, c'est plus acceptable de dépenser, je sais pas, 50 000. Si par contre, le logiciel coûte 50 000, c'est aberrant de passer 20 000 ou X jours, peu importe, dessus. Donc, il faut toujours avoir en tête un ratio
du coup par rapport à la solution et au business model de la solution. Ça, typiquement, c'est l'erreur maître qu'on peut faire, c'est de considérer un plan de ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait étudier, sans prendre en compte le business model du produit et sa valeur par rapport au business. Ok, merci. Si dans le public, il y a des personnes qui ont rencontré des contre-arguments à la user research, vous pouvez les mettre dans le chat et du coup, nos experts ici présents nous diront comment est-ce qu'ils ont l'habitude d'y répondre. Et puis, on va là rapidement... je vais vous demander vos derniers conseils à partager. Comme ça, on peut garder quelques minutes pour regarder les questions qui ont été posées dans le chat. Donc, Kéra, dernier conseil pour la route. Ouais, moi je dirais, soyez toujours dans la pédagogie. Il faut être à l'écoute des parties prenantes, du métier, du reste de l'équipe produit avec qui vous travaillez. Les oppositions sont souvent dues à un manque de compréhension en fait, du pourquoi et du comment de l'approche centrée utilisateur et du besoin de faire de la recherche et des bénéfices que ça peut apporter. Donc voilà, soyez toujours là. Puis c'est un peu notre rôle aussi en fait d'expliquer et d'accompagner. Ok, merci. Alessandro, si tu as un dernier conseil. Un dernier conseil, je dirais avoir toujours en tête l'objectif, le vrai objectif de la recherche utilisateur. Ce n'est pas de faire de la recherche utilisateur ou de s'affirmer, c'est de concevoir et délivrer la meilleure solution pour les utilisateurs qui marche dans la vraie vie et qui a un impact sur le business. Donc, c'est ça l'objectif, au final. Ok, merci. Et Alexia? Oui, et moi je dirais que chaque organisation est différente. Il n'y a pas de recette toute faite pour faire de la user research et en intégrer dans votre boîte. Donc, il ne faut pas hésiter à tester des trucs, mettre en place des outils, les jeter si ça ne marche pas et si ce n'est pas adopté par les autres. C'est vraiment une question d'adhésion et comme disaient à la fois Kéra et Alessandro, en fait, ça rejoint vraiment ce qu'ils ont dit. Il y a un côté pédagogique. Si on essaye de mettre un outil et qu'on force les gens à l'utiliser, qu'ils ne veulent pas et que ça ne marche pas, ça ne marchera pas, c'est clair. Et d'un autre côté, si on fait de la user research sans tenir compte des enjeux business et de la stratégie d'entreprise, ça ne marche pas non plus. Donc, chacun son modèle et il faut vraiment se tenir et tester. Ok, super, merci beaucoup. Morgane, est-ce que tu peux m'aider sur les questions qui ont été montées dans le chat? On va en traiter, je pense, 2 ou 3 là. Et puis ensuite, s'il y a des personnes qui veulent rester plus longtemps, si on a quelques minutes de plus. Alors, on a eu pas mal de questions sur l'évangélisation de la part de Laetitia, de Noah et de Bastien, mais c'est des questions auxquelles vous avez déjà un petit peu répondu sur comment on évangélise en interne, surtout dans des organisations qui ne sont pas forcément sensibles à cette culture de la recherche utilisateur. Ça, je pense qu'il y a eu pas mal d'éléments de réponse qui ont déjà été donnés. Et pareil, la question de Bastien sur comment on rassure les équipes qui ne sont pas user research, que leur précaré n'est pas menacé. Donc ça, c'est bon un peu pour ces questions, je pense. Il y a toute une série de questions aussi sur quelle est la différence que vous faites entre l'UX Research, enfin les gens qui sont UX Researchers et des gens qui viennent d'un autre background. Quelle est la vraie différence entre UX Researcher et ethno-anthropologue, par exemple, ou Product Designer, Service Designer? À quel point les expertises sont l'une dans l'autre ou à quel point c'est vraiment quelque chose de différent? Donc, ça, c'est une question qui est pas mal revenue aussi. Alors, qui veut se lancer sur celle-ci? Moi, je peux dire que... Enfin, je vais être un peu chiant, désolé, mais je vais parler de différents niveaux de maturité. Donc, je pense que cette question est pertinente dans un endroit qui est dans la topissime maturité. C'est-à-dire où les user researchers, c'est clair, et qu'on se pose des questions, est-ce qu'on va intégrer des purs anthropologues, etc. Mais c'est rare d'avoir enfin, c'est le top 1%. Et que par contre, dans beaucoup d'autres endroits, ce n'est pas une question qui est très pertinente pour un employeur, en fait. Première partie de la réponse. Et la deuxième, c'est que peut-être quelqu'un qui est, enfin, mon point de vue, c'est un anthropologue, oui, quelqu'un qui est très, très spécialisé sur un sous-set de techniques qui sont issues de l'ethno et de l'anthropologie.
et qui peut faire de ça son métier exclusif. Mais pour que il y ait un endroit où il peut exercer ce métier-là, il faut être vraiment dans un endroit ultra mûr. Kira, je t'ai vu acquiescer, tu veux Oui, réagir? oui, non, je n'ai pas grand-chose à ajouter, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, pour parler de l'État, on n'est clairement pas dans les 1%. On n'y est pas du tout. On peut pas faire ce découpage de rôle. Donc, effectivement, j'ai vu une question sur la différence entre ethno, anthropo et UX Research. Bon, pour moi, la différence, ça va être simplement que le UX Researcher, il va avoir plus de connaissances d'ergonomie et de comment avoir des résultats actionnables sur un produit numérique, par exemple, que l'anthropologue ne va pas avoir forcément quand il va aller faire son terrain et donner des recommandations. Voilà. Mais après, l'anthropologue ou l'ethnologue, il a les bases, enfin, je veux dire, pour faire ce genre de métier. Donc, ouais, mais enfin, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Oui, enfin, on n'est pas, dans la plupart des entreprises, on n'est pas du tout à ce niveau de réussir à faire la distinction entre tous ces rôles, quoi. Mhm. Il y avait une autre question qui est assez intéressante aussi, qui est une question de Pauline qui demandait dans le chat, qui disait dans le chat qu'on commence à entendre un peu parler de quantitatif, UX Research, ça se rapproche un peu plus de la data. Pour vous, en fait, c'est quoi un peu les grandes évolutions à venir dans le métier dans les prochaines années, en fait? Ne vous battez pas pour vous répondre. Je peux prendre cette question. Je t'en prie. Qui veut la prendre? Moi, il faut que je réfléchisse un petit peu. Disons que, mon point de vue, c'est que si on regarde l'histoire de tout ce qui est études de marché, études de quali, et si on regarde même 20 ans, 30 ans dans le passé, il n'y a pas eu des révolutions vraiment, vraiment majeures les 30 dernières années. La seule qui était, je pense, très radicale, c'est qu'avec Internet, il y a eu vraiment beaucoup plus d'études mobiles, de carnets en ligne, surproduction d'artefacts, facilité à créer ça. Alors qu'avant, juste pour faire un sondage, c'était hyper galère. Donc, aujourd'hui, voilà, ça c'est une partie, encore une fois, un peu provoque de réponse. Après, quand je vois Quantitative UX Research, j'ai dit, bon, finalement, on s'y met, en fait. Tout à l'heure, tu parlais, Alexia, justement d'un pôle data. C'est une chose que, je ne sais pas si c'est une évolution, mais c'est peut-être encore sous-exploité dans certains endroits, des collaborations plus fortes entre data scientists et data analysts et des personnes qui ont un point de vue très humain. Ça, c'est un truc à développer, à mon avis. Enfin, plus de ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Mais sachant que, quand même, pour moi, les méthodes quantitatives font déjà partie de la boîte à outils des user researchers. Et l'idée, c'est aussi de mêler quali et quanti, comportemental, attitudinal, enfin, utiliser différents types d'outils pour collecter des feedbacks, des insights les plus pertinents possibles. Après, effectivement, en parlant avec différents types d'orgas, en particulier avec les startups, il y a souvent un profil data qui fait partie des squads, par exemple, et qui travaille en étroite collaboration avec le user researcher, le ou la user researcher, pour une utilisation, une exploitation beaucoup plus avancée des données. Donc, ça dépend effectivement de la maturité in fine de l'orga sur la partie quanti. Après, il faut voir ce qu'il y a derrière, parce que ça se trouve, je ne sais pas si dans la salle il y a quelqu'un qui est quantitative UX research, mais ça peut être aussi une manière de dire, en fait, tu es analyste, tu épluches les logs, mais c'est plus cool, tu vois. C'est UX research, mais en fait, tu es juste analyste, tu vois. Donc, à voir. Moi, je trouve que ça recoupe un tout petit peu la question que j'ai vue qui était quelle différence entre user researcher et UX researcher. J'avoue que quand j'ai lu la question, je me suis dit, oh, c'est une bonne question. Parce que personnellement, je ne fais pas une distinction très nette entre les deux. Et en y réfléchissant et avec tout ce qu'on s'est dit, en fait, je me dis,
En fait, UX Researcher et User Researcher, c'est la même chose. On pourrait considérer que la User Research est une discipline. D'ailleurs, on a plutôt tendance à dire la User Research, ou faire de la recherche utilisateur, plutôt que de dire je suis chercheur en utilisateur, ce qui voudrait un peu rien dire. Par contre, de dire que tu analyses et tu recherches comment rendre l'expérience utilisateur la meilleure possible. Pour y parvenir, tu vas devoir faire de la user research. Peut-être que c'est un petit peu là-dedans que ça se situe, et c'est peut-être pour ça qu'on a eu si peu de candidats sur l'intitulé de notre poste, parce que ça ne veut rien dire peut-être. Mais c'est une réflexion que je me fais là en écoutant tout ce qu'on se dit. Et en tout cas, si on devait répondre à cette question, je dirais que peut-être, comme on s'est dit au tout début, user research, c'est pas un métier, mais c'est une discipline et une culture d'entreprise. Mhm. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, Alexia, sur les postes et la difficulté de recruter. Il y avait pas mal d'étudiants dans la salle qui nous ont posé des questions sur, ou des gens en reconversion qui se demandent un peu comment on met le pied dedans, en fait, comment on devient user researcher. Et si vous avez des conseils, en fait, pour des profils plutôt jeunes ou alors qui ont commencé une carrière dans un domaine qui n'est pas celui-là, quels seraient-ils, en fait? Alors moi, je peux te donner mon exemple personnel, hein. Je viens pas du tout du monde du numérique à la base. Je viens du monde universitaire, comme toi, Caroline. Mais j'ai, via mon cursus universitaire en communication politique, appris les bases donc de recherche qualitative. Et c'est là qu'en fait, je commençais à me dire que je faisais de la recherche et j'ai vite compris qu'en fait, je faisais de la recherche utilisateur parce que je travaillais sur des systèmes informatiques. Et puis, ça s'est fait petit à petit, en fait. Et puis, j'ai appris au fur et à mesure la partie UX. Et c'est intéressant ce que tu dis, Alexia, parce que je pense que c'est exactement ça, en fait. La user research, c'est une discipline, et derrière, bah, il faut apprendre ce qui est de l'expérience utilisateur et de comment l'améliorer. Et voilà, c'est une part d'ergonomie, c'est une part de psychologie. Et voilà, et j'ai appris au fur et à mesure, en fait, euh, le côté digital, enfin, le côté numérique, en fait. Et ça s'est fait au fur et à mesure. Donc, j'aurais envie de dire, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas fait UX, UI design, ce n'est pas un problème. Je pense qu'on vient tous un peu, on a tous des parcours un peu fous pour arriver où on arrive. Et c'est justement ce qui fait un peu la beauté de nos métiers dans le numérique, je trouve. Super, merci. Ben, je vous propose de conclure là-dessus, même s'il y a encore des questions en suspens, mais vous pourrez les poser du coup à nos experts. Je vais partager mon écran. Vous pouvez les contacter alors plutôt sur LinkedIn que par email. On n'a pas eu le temps de faire la modification, désolée. J'espère que vous n'allez pas recevoir trop d'emails. Mais plutôt sur LinkedIn, ils seront plus réactifs là-dessus. Et puisqu'on parle de formation à la user research, ça me permet de faire une très belle transition. En fait, effectivement, chez Aigon, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de formation à proprement parler en user research. Il y a plusieurs types de formations qui peuvent exister dans le monde universitaire, mais comme on l'a dit, ce n'est pas exactement ça. Et du coup, nous, on a imaginé un programme de formation en 8 semaines pour devenir user researcher. C'est vraiment, ça allie à la fois théorie et des cas très pratiques qui vous permettent de mettre en application sur un de vos projets et on vous accompagne là-dessus. Donc, on vous encourage à aller voir sur le site academy.ego.fr. Et aussi, on sera CPF la semaine prochaine. Donc, si vous voulez financer votre formation à partir de votre compte CPF, ça sera possible. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le site ou bien à m'écrire par email si vous avez des questions à ce propos. Et je vous remets aussi les contacts de nos experts si vous voulez leur poser des questions complémentaires. Ben, merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci pour vos questions aussi qui nous ont permis d'approfondir le sujet et d'aller plus loin. Et puis encore merci à Kira, Alexia, Alessandro et Morgane pour ton aide de modératrice. C'était un super moment. Et puis on vous enverra par email des questions aussi, notamment sur quel pourrait être le prochain sujet qu'on pourrait traiter avec ce type d'événement.
On a hâte d'en parler avec vous. Merci beaucoup et bonne soirée. Et je fais juste un dernier petit Vas-y. point. Si vous me cherchez sur LinkedIn, il n'y a pas de H à Dohan. Donc, ne Désolée. mettez pas le H. Mais c'est pas Je- grave. Je vais faire la modif même en live. Il y a un H partout, même dans mon nom, dans le... C'est Ah, pas grave. désolée. Pardon, Alexia, Ça c'est se moi. prononce vraiment comme ça. Hein. Ça évite les Dohan. C'est déjà pas mal. Super, ben, merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée.